Alors, je vais enchaîner aussi avec ma présentation. Je vais, moi, me pencher sur le système de règlement des différends de l'OMC proprement dit, et non pas sur sa relation avec d'autres systèmes externes. J'ai choisi de creuser un aspect du système de règlement des différends qui a été célébré lors de l'adoption des accords de l'OMC, qui était évidemment la juridictionnalisation du système par rapport à ce qui existait à l'époque du GATT. Alors, voilà. Oups, non. Évidemment, ça m'arrive. Ça ne sera pas long. Voilà. Puis, peux-tu me le remettre en diaporama? Alors, l'objectif qui était voulu, évidemment, au cours du cycle de l'Uruguay, c'était de renforcer le système de règlement des différends. Et j'ai choisi pour illustrer quand même le point de départ de tout cela, un extrait d'une étude célèbre du regretté Robert Hudek, qui était, à mon avis, un des observateurs les plus fins du système de règlement des différends qui prévalait à l'époque du GATT de 1947. Et il avait développé cette idée qu'au fond, à l'époque du GATT de 1947, ce qu'on avait, c'était au final du droit qui était fait par des diplomates, essentiellement. Et que c'était un système extrêmement délicat et particulièrement bien adapté aux réalités turbulentes des relations économiques internationales et spécialement des échanges commerciaux internationaux. Et je trouve que c'est intéressant de garder cette idée en tête quand on essaie de mesurer le chemin qui a été parcouru depuis l'adoption du système de règlement des différends et 20 ans d'opération de ce système. Évidemment, le système de règlement des différends, c'est probablement la success story de l'OMC. C'est ce qui est célébré souvent comme le joyau de l'OMC. Avec raison, un succès de popularité. On va franchir probablement cet automne la barre des 500 plaintes à l'OMC. Succès d'estime aussi parce que plusieurs autres sous-systèmes du droit international regardent avec intérêt, voire avec envie, ce système de règlement des différends-là pour toutes sortes de raisons. Alors, bon, décidément, je n'appuie jamais sur le bon bouton. Voilà. Ce qu'on a voulu faire avec cette juridictionnalisation, en anglais, on a souvent parlé d'une rule-oriented approach dans la doctrine de langue anglaise. On sait que la clé, finalement, de cette juridictionnalisation, sans aller dans le détail, c'est évidemment l'invention de cette idée de consensus négatif, c'est-à-dire que dorénavant, ça prendra un consensus pour rejeter une décision de l'organe de règlement des différends, décision d'adoption d'un rapport, par exemple, d'établissement d'un groupe spécial, etc. Il continue sans doute d'avoir un débat que je qualifierais quand même de plutôt académique, assez intéressant sur la question de savoir comment qualifier ce système de règlement des différends-là. Alors, est-ce une véritable juridiction internationale? Est-ce une quasi-juridiction? À mon avis, je ne suis pas convaincu totalement de l'importance concrète de ce débat-là. Cependant, si je devais y ajouter mon grain de sel, je dirais qu'il faut, à mon avis, pas sous-estimer le fait que reste que le véritable organe qui peut revêtir du caractère obligatoire les décisions et recommandations d'organes d'appel, groupes spéciaux, c'est l'organe politique et l'organe de règlement des différends. Et à mon avis, c'est un élément important dans le système. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans les débats actuels sur le système de règlement des différends, dans les positions qui sont, dans les négociations actuelles à l'organe de règlement des différends, les États-Unis ont mis de l'avant une proposition pour ramener le consensus positif à certains égards dans le système de règlement des différends. Alors, je pense que le fait qu'on a l'organe de règlement des différends, autorité politique, est quand même un élément important. Ce que je veux surtout regarder, par contre, ce serait de remettre en question le fait qu'on a assisté en 1995 à une victoire ou à un triomphe des avocats sur les diplomates ou à un triomphe du droit sur la diplomatie. Et ce sera l'objet de ma communication. J'aimerais m'attacher à essayer peut-être de démonter ce que je dirais peut-être un lieu commun, qui est que, maintenant, c'est le droit qui domine pour le règlement des différends à l'OMC.
Et d'abord, je vais reconnaître d'emblée que depuis 1995, la juridictionnalisation, bon, je n'ai pas pris la peine de définir particulièrement, en anglais, il y a toutes sortes de définitions qu'on peut donner. En anglais, on parle plus souvent de legalization of dispute settlement. Essentiellement, on parle d'un processus qui consiste à transférer le pouvoir de dire le droit, la justice, de pouvoir rendre la justice à un organe indépendant des parties impliquées dans le différend et ou des auteurs de la norme qui va être appliquée, essentiellement. Bon, après 1995, il y a quand même certains éléments de juridictionnalisation qui se sont poursuivis, qui sont, somme toute, assez marginaux. Bon, on a eu des décisions sur le droit à l'avocat pour les membres de l'OMC, sur le droit d'action sans atteinte spéciale, atteinte commerciale spéciale, toutes les questions qui ont trait à la transparence, l'ouverture des audiences au public, le pouvoir des groupes spéciaux, l'organe d'appel de recevoir des mémoires d'amicus curiae. À mon avis, on peut situer tous ces développements dans une poursuite de la juridictionnalisation. Voilà, j'ai le bon bouton. Cependant, à mon avis, il est important de s'attarder aussi sur les limites de cette juridictionnalisation. Puis là, je ne me concentrerai pas sur les limites qui pourraient consister à, finalement, qui résideraient dans le choix qu'un État, un membre de l'OMC peut avoir de saisir ou non le système de règlement des différends pour préférer la négociation d'emblée. Je vais vraiment plutôt m'intéresser aux limites qui sont intégrés au système, même qui font partie du système juridictionnalisé de règlement des différends. Donc, c'est ce sur quoi je vais m'attarder. D'abord, j'identifierai des limites techniques, mais aussi surtout des limites systémiques. Alors moi, question de forum shopping, j'ai décidé de me soumettre au carcan français d'un plan en 2 points avec à peu près 2 sous-parties, mais bon, c'est du forum shopping. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'abord, je rappelle aussi, comme d'entrée de jeu, pour faire un peu écho ou contrepoint avec l'extrait de Robert Hudek que j'ai mis au début, cet extrait de l'article 3.7 du mémorandum d'accord, qui est quand même assez intéressant. Quand on prend la peine de le relire, on voit que reste que le but du système de règlement des différends, c'est d'en arriver à une solution positive des différends et que la solution mutuellement acceptable par les parties et compatible avec les accords est nettement préférable, etc. Et donc, on voit que quand même reste cette volonté de ne pas tout donner entre les mains de cet organe indépendant qui réglerait le différend en question. Alors, je vais m'attarder dans un premier temps à une première des 2 limites techniques que j'ai identifiées, qui est dans le système de règlement tel qu'il existe actuellement. Par limite technique, j'entends des limites qui, finalement, sont posées plutôt par des obstacles dans les textes actuels du système du mémorandum d'accord, des limites techniques qui pourraient, à la faveur d'une modification, somme toute assez simple des textes, être franchies, dépassées. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la question de la chronologie des recours dans la phase d'exécution des décisions de l'organe de règlement des différends. Alors, la pratique, depuis 20 ans, a révélé une certaine ambiguïté dans les textes même du mémorandum d'accord, ambiguïté sur la séquence entre, une fois le délai raisonnable de mise en œuvre, de mise en conformité suite à une décision de l'organe de règlement des différends demandant à un État, un membre de l'OMC, de mettre sa mesure en conformité avec les accords de l'OMC. Donc, une certaine ambiguïté sur ce que peut faire la partie plaignante si elle estime qu'il n'y a pas eu de mise en conformité. Les textes, en l'état actuel, ne permettent pas assurément de conclure qu'il faut nécessairement demander d'abord l'examen de la mise en conformité. Les États, dans leur pratique, confirment cette ambiguïté-là et l'ont utilisée abondamment puisqu'il arrive régulièrement que les États vont directement demander l'imposition de contre-mesures. Et simplement ne pas permettre à l'organe de règlement des différends de se prononcer sur le bien fondé de cette constatation de non-mise en conformité par l'État et lui permettre immédiatement de demander l'imposition de contre-mesures. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais lorsqu'on lit les différentes dispositions qui sont là, il est vraiment difficile de trouver le sens cohérent du système, puisque d'abord, on affirme quand même dans une disposition de principe que les contre-mesures, c'est le dernier recours.
Par ailleurs, on dit que tout désaccord sur l'exécution doit être soumis au système de règlement des différends. Cependant, on dit que les membres ont le droit de demander l'imposition de contre-mesures dès l'expiration du délai raisonnable de mise en conformité. Par ailleurs, on a aussi l'article 23 qui nous rappelle que normalement, il ne doit pas y avoir de détermination unilatérale par les États puisqu'il y a ce principe d'exclusivité du système de règlement des différends. Lorsque la question a été posée ou a été soulevée devant un groupe spécial dans l'affaire États-Unis, article 301, le groupe spécial a simplement refusé de régler la question. Il a relevé l'ambiguïté des textes et il a jugé qu'il n'avait pas à y répondre pour les fins de l'affaire en question. Et donc, la pratique des États confirme qu'il y a cette ambiguïté-là. Alors, en quoi c'est une limite de la juridictionnalisation? Bien, comme je le disais, ça fait en sorte que au terme d'un premier processus, d'une première procédure de plainte, si un État décide qu'il estime qu'il n'y a pas eu mise en conformité, à l'heure actuelle, il va immédiatement demander l'autorisation d'imposer les contre-mesures. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyens initiaux pour bloquer cette demande-là. Il y a tout un nouveau contentieux, une nouvelle controverse qui s'est ajoutée à cela, controverse à laquelle l'organe d'appel s'est attaqué. C'était la question de savoir comment mettre un terme aux contre-mesures. Et se poser la question de savoir comment faire si la partie qui estime qu'elle a mis en conformité, comment faire pour qu'elle puisse obtenir une décision qui dit « j'ai mis en conformité ». L'organe d'appel a commencé à répondre en disant qu'il ne fallait pas, dans l'affaire, je n'ai pas mis la référence, mais dans l'affaire Canada ou États-Unis, maintient la suspension, l'organe d'appel a indiqué que tant la partie plaignante que la partie défenderesse pouvaient demander ouvrir une procédure d'examen de la mise en conformité et qu'il ne fallait pas initier une nouvelle procédure comme l'Union européenne l'avait fait dans le cas de l'affaire du bœuf aux hormones. Reste que, pour le moment, la solution de l'organe d'appel a été critiquée vertement par les États-Unis et les négociations actuelles à l'organe de règlement des différends s'attaquent à ces questions-là. Alors, il y a un accord qui est intervenu entre tous les membres de l'OMC. Il y a un consensus sur une question, sur la question de la chronologie. Tous les membres de l'OMC s'entendent pour dire qu'il faudrait, et modifier les textes en conséquence, qu'il faudrait d'abord obtenir un rapport sur la mise en conformité avant de pouvoir demander l'autorisation d'imposer des contre-mesures. Cependant, c'est un texte qui, pour devenir accord, va devoir faire partie d'un ensemble plus large de questions et donc on est loin de l'adoption. Donc, le problème reste entier. La seconde limite technique sur laquelle je veux m'attarder, c'est la question qui est aussi assez technique de l'inexistence d'un pouvoir de renvoi dans le chef de l'organe d'appel. Alors, on sait que l'organe d'appel est là pour interpréter les questions de droit. Ce sont les groupes spéciaux qui font les constatations de faits. Et si les constatations de faits sont insuffisantes ou s'il n'y a pas d'accord entre les parties sur les données factuelles à la base du différend, eh bien, l'organe d'appel ne peut tout simplement pas, dans l'état actuel des choses, compléter l'analyse juridique qu'il voudrait compléter, même si au plan juridique, la question lui a été posée. Alors là, à nouveau, on voit qu'il y a une limite de la juridictionnalisation, une limite technique, parce qu'il peut arriver que l'organe d'appel ne peut pas dire complètement le droit, appliquer le droit à la situation qui a été portée devant lui. Pour le moment, il n'y a eu aucun appétit, manifestement, de la part de l'organe d'appel d'affirmer dans son chef qu'il aurait un pouvoir inhérent de renvoi, comme il l'a fait un peu pour reconnaître son pouvoir d'accepter de recevoir des mémoires d'amicus curiae. Alors, la pratique, en ce moment, ce qu'on recense dans la pratique, dans la jurisprudence, c'est qu'il y a 31 affaires où l'organe d'appel a simplement dit qu'il ne pouvait pas compléter l'analyse. Donc, la solution, dans un tel cas, à l'heure actuelle, c'est que c'est la partie plaignante qui pourrait demander... la situation, c'est qu'en ce moment, il faudrait initier une nouvelle procédure de règlement des différends pour vider la question. À nouveau, il y a des négociations à l'ORD sur ces questions-là. Là, il n'y a pas d'accord entre les parties, mais une solution qui est en train d'être mise de l'avant, ce serait que ce serait à la partie plaignante, si elle le souhaite, de demander le renvoi. Et l'idée qui est avancée, c'est qu'il faudrait bloquer l'adoption de tous les rapports tant que ce jeu de renvoi n'aurait pas été complété pour qu'il y ait une seule adoption en bloc du rapport initial, du rapport du groupe spécial de renvoi et du rapport de l'organe d'appel, qui pourrait également entendre les appels du rapport
du groupe spécial de renvoi. Alors, ce sont les limites techniques qui existent actuellement. On le voit, des solutions sont possibles. Je vais prendre le temps qui me reste pour étudier les limites qui sont plus, je dirais, intéressantes. Ce sont les limites vraiment inhérentes au système même de règlement des différends de l'OMC et où là, à mon avis, il est impossible de vraiment dépenser ces limites-là sans transformer de façon beaucoup plus fondamentale le système de règlement des différends. La première limite, elle est posée par une grande particularité du système de règlement des différends. C'est des limites qui sont... c'est la limite qui est posée par le caractère singulier de l'exécution d'une obligation de mise en conformité. Alors, on sait que le régime de responsabilité de l'État en application à l'OMC, à plusieurs égards, est une lex spécialiste par rapport au droit coutumier international. Un des aspects primordiaux de cette lex spécialiste, c'est qu'on a, à toute fin pratique, aboli l'obligation de réparation intégrale du préjudice et que l'ensemble du système est orienté vers l'obligation secondaire de cessation du fait internationalement illicite ou, si on veut, en droit de l'OMC, l'obligation de mettre la mesure en conformité. Or, il est bien important de se rendre compte qu'à la fin du processus de règlement des différends, tout ce qui pèse sur... le plus loin où peut aller l'organe de règlement des différends, c'est de recommander de manière obligatoire que le membre de l'OMC mette sa mesure en conformité avec les accords de l'OMC. Et c'est là qu'on voit que la diplomatie reprend ses droits. Parce que dans la manière de mettre sa mesure en conformité, il n'y a pas une seule façon de le faire. Et c'est là où on voit dans la pratique de l'OMC que très souvent, ce n'est qu'après des négociations, surtout dans les différends les plus délicats, qu'il y aura véritablement règlement complet du différend. Donc la diplomatie, on le voit, reprend vraiment ses droits à la fin du processus. Et ça, c'est la limite fondamentale, systémique du système de règlement des différends ou du juge de l'OMC avec égard. Il ne peut pas complètement vider la question. Je prends deux exemples, on pourrait les multiplier. Premier exemple, l'affaire du bœuf aux hormones. On sait que le bannissement européen de la viande hormonée a été trouvé incompatible avec l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et que donc l'Union européenne devait mettre sa mesure en conformité. Alors, mettre sa mesure en conformité, pour le Canada, ça voudrait dire on élimine le bannissement. Mais mettre la mesure en conformité pour l'Union européenne, c'est on va améliorer notre mesure, on va faire l'évaluation des risques qu'on nous dit qu'on n'a pas fait, et ensuite on va dire bien, notre mesure est en conformité. Au final, dans cette affaire, on a vu qu'il a fallu une négociation pour mettre un terme aux différends. Les Européens ont maintenu leur bannissement de la viande hormonée. Ce qu'on a négocié de la part du Canada, puis les États-Unis aussi quelques années avant, c'est simplement un nouvel accès amélioré pour exporter de la viande sans hormones de haute qualité en Europe, en échange de la suspension de nos contre-mesures. Et donc, à partir de la décision de l'organe de règlement des différends, les diplomates ont donc fini de régler le différend. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire qu'on a maintenant une diplomatie de juristes plutôt qu'un droit de diplomate. C'est maintenant les juristes qui vont vraiment circonscrire l'espace qui reste pour les diplomates ou pour la négociation diplomatique pour mettre un terme à un différend. Un autre exemple intéressant, l'affaire du phoque. Le délai de mise en conformité n'est toujours pas expiré. 18 octobre, le délai se termine. Que va faire l'Europe? C'est intéressant de le voir. Bon, du point de vue du Canada, le retrait purement et simplement du bannissement évidemment, est la solution idéale parce qu'on a trouvé la mesure en défaut de conformité avec les accords de l'OMC. Ce n'est pas du tout vers ça que va l'Europe. La Commission européenne a déposé une proposition de règlement en février dernier. Proposition de règlement qui vise à faire quoi? 1, maintien du bannissement. 2, retrait d'une des dérogations, celle pour la gestion durable des ressources marines. Et maintien de la dérogation pour les produits issus de la chasse inuit avec une amélioration de cette exception-là. On verra comment le Canada va répondre à ça. Évidemment, Robert est muselé, triple tour, mais bon, on voit à nouveau que ce n'est pas la fin de l'histoire. La décision du juge de l'OMC, c'est loin d'être la fin de l'histoire. J'aurais pu multiplier les exemples, il y en a de nombreux. L'affaire des sardines, de ce point de vue-là, je suis désolé, est intéressante. Mais donc, je vais me concentrer maintenant sur une autre limite systémique qui montre qu'il y a des limites à la juridictionnalisation du règlement des différends.
c'est la question du refus délibéré, purement et simplement, d'exécution de la décision de l'organe de règlement des différends. Alors, on pourra me dire, ou si vous voulez, le choix de l'illicéité. On pourra me dire, c'est un problème qui n'a rien de particulier avec l'Organisation mondiale du commerce, c'est un problème général en droit international public. C'est sans doute vrai. Cependant, il y a, à mon avis, une facette particulière à l'OMC qui est induite justement par la juridictionnalisation, qui est presque un effet pervers du système. En ayant encadré l'imposition des contre-mesures, en ayant rendu beaucoup plus prévisible le niveau et l'objet des contre-mesures, c'est presque comme si on avait fait une indication du prix à payer si on décide de ne pas mettre en conformité. Et jusqu'à quel point ça ne peut pas faciliter justement le refus d'exécution. La pratique nous le montre aussi. Et pas seulement la pratique, mais même la doctrine, par exemple. On sait qu'aux États-Unis, c'est une idée qui est dans la doctrine américaine qui est très souvent mise de l'avant, l'idée de, finalement, de payer des dommages plutôt que de se mettre en conformité. Évidemment, du point de vue juridique, c'est une erreur. Et on ne paie pas de dommages. Il ne s'agit pas de dommages, mais bien d'une illicéité de choisir de s'exposer à des contre-mesures. Cependant, reste que la pratique nous montre que c'est un choix qui existe et qui est fait actuellement. Et à mon avis, là, c'est la juridictionnalisation elle-même qui induit ou qui encourage peut-être à choisir à s'exposer aux contre-mesures. C'était d'ailleurs, et ça c'est intéressant de le noter, dans les travaux de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État, on s'est beaucoup attardé et questionné sur l'opportunité de codifier les règles coutumières sur l'imposition de contre-mesures. Et les opposants à cette codification-là mettaient précisément de l'avant que ça allait donner le mode d'emploi pour ne pas exécuter ses obligations secondaires d'État responsable. Et on voit que l'OMC valide probablement un peu, pas dans tous les cas, mais un peu ce problème. Et dans les 30 secondes qui me restent, je vais simplement faire allusion à la troisième limite systémique. J'ai triché, là, il n'y a pas de sous-partie. Il y a, pour l'instant, à tout le moins, de façon générale, un refus de la juridictionnalisation nationale du règlement des différends. Par là, j'entends un refus, dans la plupart des grands joueurs de l'OMC, de reconnaître l'effet direct au droit de l'OMC. Reconnaissance de l'effet direct qui permettrait de saisir le juge national pour invoquer la violation des droits de l'OMC. D'où viennent les limites? Qu'est-ce qui explique ces limites? Bon, d'abord au Canada, au point de vue constitutionnel puis législatif, on a fermé la porte à l'invocabilité des accords de l'OMC. Les États-Unis ont fait la même chose par législation. Parenthèse, il faut savoir que le GATT a été invocable aux États-Unis de 1947 à 1979 à peu près. Il y a des affaires où on a plaidé devant des tribunaux américains et on a obtenu l'annulation de mesures nationales qui étaient contraires au GATT. Les Américains ont fermé la porte par une loi. Dans l'Union européenne, c'est plutôt la Cour de justice de l'Union européenne qui a fermé la porte en renouvelant l'interprétation qu'elle avait faite dans l'affaire International Fruit Company en 1972 pour le GATT, dans l'affaire Portugal contre Conseil. Elle a rappelé que les principaux points qui lui interdisaient d'aller de l'avant avec l'idée de reconnaître l'effet direct au droit de l'OMC, c'était les considérations suivantes. Maintenir une marge de manœuvre diplomatique pour la Commission européenne, à nouveau la diplomatie qui revient dans le règlement des différends, et idée de réciprocité entre les membres. S'il n'y a que l'Europe qui reconnaît l'effet direct, on va avoir une application tout à fait inégale des obligations de l'OMC. Je dirais qu'il reste à faire, à mon avis, je ne connais pas d'études exhaustives de cette question-là qui aurait été faite dans tous les membres de l'OMC. Je pense que c'est une question qui a été sous-examinée. Au Canada, par exemple, il y a une toute petite partie d'effet direct du droit de l'OMC, l'accord sur les marchés publics, a un certain effet direct au Canada en ce qui concerne l'octroi des marchés publics par l'administration fédérale, puisqu'il est possible de saisir la Cour fédérale au Canada pour contester la compatibilité des agissements du gouvernement fédéral avec l'accord sur les marchés publics. Et il y a donc contrôle judiciaire par le juge canadien de la conformité de l'action du gouvernement canadien avec cet accord. Alors, l'étude exhaustive n'est pas encore faite. Il reste que la question de l'effet direct serait aussi un vecteur, évidemment, de juridictionnalisation, mais une juridictionnalisation nationale. On aura tenté aussi de faire reconnaître l'effet direct aux décisions de l'ORD lui-même. En Europe, on a essayé. Finalement, la Cour de justice, dans les affaires Biret et Van Parijs, a jugé que ce n'était pas possible de le faire. Et donc, les arguments qui ont été invoqués étaient toujours les mêmes. Nécessité de se ménager une marge de manœuvre diplomatique et réciprocité entre les parties contractantes. On le voit, malgré la très forte avancée de la juridictionnalisation du règlement des différends opérée en 1995, il reste des éléments irréductibles de diplomatie dans le système de règlement des différends.
Et j'aurais presque envie de dire, et là, je vais lancer un peu, que c'est peut-être mieux ainsi. Alors,